Bonsoir à toutes et tous et bienvenue à la Maison de la Poésie. On est très heureuse de recevoir Anne Serre. Bonsoir, vous êtes une habituée de la Maison de la Poésie. Depuis les Gouvernantes, parues en 1992, vous avez publié 20 livres, si j'ai bien compté, recueils de nouvelles et romans, dont le dernier, Vertu et Rosalinde, apparu au Mercure de France à la rentrée de septembre. Et nous vous recevons ce soir pour un livre un peu particulier, puisqu'il s'agit de vos carnets 2002-2024, qui paraissent chez Verdier, sous le titre « Rêve cette nuit ». Votre activité onirique foisonnante y étant assez présente. Il est beaucoup question aussi dans ces carnets de vos lectures, des films que vous regardez et qui sont notamment un réservoir d'images pour votre écriture. Vous y parlez aussi de votre conception de la littérature, mais aussi de votre rapport aux autres, amitié, amour, famille. Et au fond, c'est peut-être aussi une tentative de saisir ce que signifie pour vous être au monde. Je précise qu'il s'agit bien de carnet et non pas d'un journal. On verra qu'il y a quand même une différence, puisque les entrées ne sont pas datées, en tout cas pas jour par jour. Vous ne mentionnez que les mois, et on ne sait jamais vraiment combien de temps s'écoule entre deux entrées. Il y a aussi un effet d'ellipse qui donne à ce livre une temporalité, je trouve, assez singulière. Et puis, simultanément, paraît toujours aux éditions Verdier une novella intitulée « Sous les arbres, une prairie », qui parle de la vie d'artiste, et on en entendra la lecture de quelques pages tout à l'heure. Pourquoi publier ces carnets aujourd'hui ? Vous les tenez depuis 1977, je crois. Oui, j'ai commencé à les tenir très tôt, à mon arrivée à Paris, et je pense même que j'avais commencé un tout petit peu avant. Mais enfin bref, à mon arrivée à Paris pour faire mes études, j'ai commencé à ce moment-là à écrire mes premières nouvelles. Et c'est à ce moment-là que j'ai tenu mes carnets, très naturellement. Et ce qui m'est revenu depuis peu de temps, que j'avais un peu oublié, c'est qu'à cette époque-là, donc disons vers 18 ans, à cette époque-là, je lisais beaucoup les cahiers de Valérie. Et c'est très loin maintenant dans ma vie. Mais je me souviens de cette lecture assez acharnée. Et alors, on ne sait jamais d'où viennent les choses. Est-ce que l'idée de tenir des carnets était liée à cette lecture des cahiers de Valérie ? En tout cas, il y avait peut-être un lien. Voilà, donc je les ai commencés à ce moment-là, parallèlement à mes premières fictions. Et je pense que, je n'ai pas noté exactement, mais je pense que chaque fois que j'écris un livre, peut-être je tiens un peu moins mes carnets pendant le temps où j'écris. Et que je reviens à mes carnets entre deux livres, ce qui parfois signifie 1 an ou 2 ans où je n'écris pas de fiction. Mais je ne m'acharne pas à écrire tous les jours, puisque comme vous le disiez, ça n'est pas du tout un journal. C'est-à-dire il ne s'agit pas de raconter mes journées, ce qui se passe, qui je vois, ce que je fais, ce que j'adore chez les autres. Je relisais il n'y a pas si longtemps un des volumes de journaux de Virginia Woolf, qui, elle, tient un vrai journal. C'est-à-dire, elle fait tout. À la fois, elle tient un vrai journal, et en même temps, elle parle de l'écriture de ses livres en cours. Voilà, mais elle raconte ses journées, elle raconte qu'elle va acheter un manteau, voilà, donc c'est Vous aussi, parfois. Moi aussi, on est aussi obsédés par les manteaux, elle que moi, mais qui me fait penser à... Alors, pardon, mais j'associe souvent. Ça me fait penser cette histoire de manteau, et j'y ai pensé en relisant Virginia Woolf et en voyant qu'elle passait beaucoup de temps à acheter des robes et des manteaux, un peu comme je fais. Et j'ai lu il n'y a pas longtemps, où j'ai lu, je crois, une phrase de Aaron Appelfeld disant que la littérature servait à se vêtir
et que pourquoi il écrivait, c'était parce qu'il n'avait pas envie de vivre nu. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être ça dans nos histoires de robes et de manteaux à Virginia Woolf, à moi, et à d'autres, j'imagine aussi. Alors, pourquoi publier ces carnets aujourd'hui ? Eh bien, alors, j'ai pensé que... ça fait un petit moment que j'y pense. Ça fait 6-7 ans que j'y pense. Mais j'avais l'impression qu'il fallait que j'ai accompli quelque chose, alors peut-être jusqu'à mon livre Vertu et Rosalinde, qu'à ce moment-là, quelque chose avait été accompli, un cycle peut-être, quelque chose de cet ordre, et qu'après 18 livres, à ce moment-là, je pouvais publier ces carnets qui montrent peut-être un peu de quelle manière je travaille. Et j'étais d'autant plus poussée à faire ça, mais je ne voulais pas le faire. Avant, ça aurait été trop tôt, il me semblait. Hein, peut-être c'est une erreur, mais voilà, l'idée que j'avais, c'était qu'avant, c'était trop tôt. Il me semblait qu'on s'intéresse au carnet d'un écrivain quand il a déjà fourni un certain travail, quoi. À ce moment-là, on a envie de voir un peu ce qui se passe derrière, parce que c'est des coulisses, finalement. Et on a envie de savoir ce qui se passe en coulisses. Et... voilà, quelque chose qui vient de passer, qui m'a échappé. Oui, j'ai pensé après Vertu et Rosalinde que c'était le moment de montrer de quelle manière je travaille. Non, quelque chose m'a échappé. Mais en tout cas, les bornes chronologiques que vous avez choisies correspondent aux 20 dernières années. Ça veut dire que, enfin, à partir du moment où vos livres commencent à avoir peut-être une plus grande visibilité, ça correspond à cette période-là ? Oui, je me suis dit que, à partir de 2002, j'ai publié Le Narrateur, des livres que j'ai publiés au Mercure de France et ensuite chez Verdier. Je me suis dit que peut-être ces livres étaient un peu plus visibles pour les lecteurs que mes livres précédents, que j'avais publiés chez de petits éditeurs que j'aimais beaucoup, qui étaient de très bons petits éditeurs, mais un petit peu plus confidentiels peut-être. Et voilà, donc... et puis j'ai pensé aussi qu'on n'avait pas forcément envie de savoir ce que je pensais à 22 ans, que c'était trop tôt, ça, pour le coup. Mais que les réflexions, qui accompagnent mon travail des 20 dernières années, peut-être ça avait plus de sens de le faire maintenant. Comment avez-vous procédé à la publication ? Est-ce que vous avez fait un travail de montage ? Est-ce que vous avez beaucoup choisi à l'intérieur de ces carnets ? Alors, de montage, non. J'ai quasiment pas corrigé, mais j'ai coupé. C'était plus long que ça. Hein. C'était plus long que ça. J'ai simplement coupé des notes. Alors, j'ai coupé des notes, celles qui me semblaient être davantage des pense-bêtes, qui étaient vraiment à mon usage, uniquement à mon usage, qui n'étaient peut-être pas aussi faciles à partager avec des lecteurs. Donc tout ce qui était de cet ordre-là, j'ai coupé. J'ai coupé des choses, des notes qui étaient liées à ma vie amoureuse. Alors pas tout, puisqu'il y a des notes qui concernent des ruptures, des rencontres, enfin surtout une rupture d'ailleurs, et une rencontre, etc. Mais il y a d'autres notes concernant cette vie amoureuse qui me semblaient... là, c'était autre chose, c'était une question de pudeur et de discrétion par rapport aux personnes concernées. Ce sont des personnes vivantes, donc je trouvais que c'était, même si je représente la plupart des personnes de ma vie par des initiales, je ne donne pas de nom, sauf dans un ou deux cas. Voilà, mais je trouvais que c'était indiscret de livrer certaines
certaines réflexions, certaines observations. Voilà, c'est cette question de discrétion qui m'a fait couper ça. En revanche, vous livrez vos rêves, c'est très intime, les rêves. Oui, mais la discrétion n'a rien à voir avec moi. C'est les autres que je ne veux pas offenser. Moi, je n'ai rien à cacher avec les lecteurs, puisque ma vie consiste à écrire. Donc il n'y a rien qui soit à cacher. Et oui, alors est-ce que les rêves... Je ne suis pas sûre que les rêves soient ce qu'il y a de plus intime, finalement. Je me demande si, surtout les miens, qui sont tellement des histoires, qui sont tellement narratifs, ils m'étonnent, moi. Tenez, je vais vous raconter un rêve que j'ai fait cette nuit. Alors, c'est un rêve incroyable. Et en plus, c'est un rêve snob. J'ai fait un rêve snob cette nuit. Et alors, je sais à peu près comment ça marche. Ça vient de... il y a 2 jours, j'ai été interviewée à France Culture par une femme qui s'appelle Marie Sorbier, qui a fait une émission. Elle m'a interviewée sur mes carnets. Et plusieurs fois, dans notre entretien, elle m'a dit vous qui écrivez de la fiction, vous qui défendez de la fiction, etc. Bon, vous allez voir, je vous raconte ça parce que ça a à voir avec le rêve. Et puis, j'ai pas répondu... Enfin, c'était pas des questions, donc j'ai pas répondu à ça. On a parlé d'autre chose. Et enfin bref, dans ce rêve, cette nuit, je riais ce matin, c'était incroyable. Je rêve de qui ? Je rêve que je suis en conversation avec un personnage qui a existé, qui s'appelait Giambattista Vico. Vico, philosophe napolitain du XVIIe siècle, que je n'ai pas beaucoup lu. Mais quand j'étais étudiante, à mes tout débuts à Paris, quand j'avais 20 ans, j'ai suivi un séminaire à la Sorbonne où notre professeur a fait un cours sur ce Vico, Giambattista Vico. Donc je sais en gros que c'était un philosophe qui s'occupait d'ailleurs surtout de politique, d'histoire, et que c'était un grand rhéteur. C'est tout ce que je sais de Giambattista Vico. Mais dans le rêve, voilà que je bavarde avec lui. Et il me dit une chose incroyable. Il me dit... Alors attendez, il ne faut pas que je déforme sa phrase. Il me dit une seule phrase, mais il ne faut pas que je la déforme parce que c'était quand même quelque chose. Il me dit l'abandon de l'imagination, c'est le commencement de la barbarie. Et je me suis réveillée en me disant, mais je suis absolument d'accord avec lui. Je suis absolument d'accord avec lui, c'est incroyable qu'il me dise... Il me dit ça comme ça, cette phrase. L'abandon de l'imagination, et il me dit ça dans son costume du XVIIe siècle, hein. Une espèce de houppelande, un très beau chapeau. L'abandon de l'imagination, c'est le début de la barbarie. Et alors, j'ai pensé... C'est ce que j'aurais dû répondre, mais je fais toujours les choses en retard. Et c'est ce que j'aurais dû répondre à cette jeune femme qui m'interviewait à France Culture sur la fiction. J'aurais dû enchaîner en lui disant, tiens, à propos de fiction, elle me disait, mais vous défendez la fiction, ça. Et j'aurais dû lui dire, ça. Donc je le dis maintenant, c'est-à-dire, mais je suis souvent... décalée. Vous voulez qu'on l'appelle ? En tout cas, on va lui transmettre. Je voudrais lui transmettre. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que les rêves. Pourquoi je note mes rêves ? Parce que c'est très ennuyeux les rêves des autres. En général, moi je me rappelle les rêves de Yourcenar. Ça m'avait pas. Je me rappelle plus son livre qui raconte ses rêves, mais Yourcenar, immense écrivain, mais ses rêves m'ennuyaient énormément. Les rêves des gens, vous ennuient. Mais, alors les miens, j'espère qu'ils n'ennuient pas, mais surtout, pourquoi moi je les note ? Pourquoi je note mes rêves ? Parce qu'ils m'instruisent, mes rêves. Et depuis toujours, parce que je note mes rêves, c'est comme mes carnets, j'ai commencé à les noter depuis que j'ai 17-18 ans. Alors d'abord, ils racontent des histoires très très construites, souvent, pas toujours, mais souvent, et ils me répondent. Je passe ma vie à me poser des questions, insistante, je trouve pas de réponse, je cherche dans tous les coins, c'est ma vie, c'est ma forme de vie. Je suis là à chercher comme une aiguille dans une botte de foin, je passe mes journées à chercher des réponses que je n'ai pas. Et on le voit dans mes carnets, parfois,
6 mois après, 1 an après, la réponse arrive, comme Vico cette nuit, la réponse arrive dans un rêve, et de manière très claire. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'attache beaucoup d'importance à ces rêves et que je les note, parce que je sais qu'ils contiennent quelque chose, pour la plupart, qui contiennent une réponse à ces questions insistantes, non pas obsessionnelles, je ne suis pas quelqu'un d'obsessionnel, mais quand j'ai une question, je ne la laisse pas tomber, surtout quand elle est importante. Et alors je cherche les réponses, évidemment, puisque je suis un écrivain, et je cherche les réponses dans la littérature. C'est pour ça que je lis aussi, et c'est pour ça que je lis depuis toujours, parce que je cherche dans la littérature des réponses à mes questions. Et j'en trouve, Dieu soit loué, j'en trouve énormément, mais j'en trouve beaucoup aussi dans mes rêves. Beaucoup, beaucoup. Donc voilà la raison pour laquelle je leur accorde cette importance dans mes carnets. Alors justement, si on parle de vos lectures, vous êtes une lectrice très singulière, parce que à peu près la moitié des livres que vous mentionnez dans ces carnets sont assez inconnus du grand public, souvent écrits par des auteurs morts. Vous mentionnez très peu d'auteurs contemporains et encore moins d'auteurs contemporains vivants. Pourquoi cette singularité dans vos lectures, et du coup ça trace un chemin vraiment intéressant? J'ai réfléchi à ça. Et pourquoi je ne cite pas, parce que je lis des auteurs contemporains, je lis mes contemporains, je lis mes confrères et mes consoeurs, pas tous naturellement, mais j'en lis beaucoup pour voir ce qu'ils font. Et il y en a que je trouve intéressants. Mais il y a un truc bizarre chez moi, c'est que je ne suis nourrie que par les morts. Mais vraiment, je ne suis nourrie que par les morts ou par les étrangers. C'est comme s'il n'y avait pas... J'ai un drôle de système... c'est quoi? C'est l'estomac, enfin toutes ces choses, par quoi passent les aliments, bref. J'ai un drôle de système parce que il peut y avoir des livres contemporains sans doute très intéressants. Ils ne parviennent pas, ils ne me nourrissent pas. Ils ne parviennent pas jusqu'à mon estomac. Je ne sais pas pourquoi, c'est une anomalie. C'est une anomalie. Alors que les morts, pourvu qu'on soit mort, les morts ont toutes les chances de me nourrir. Si vous voulez me nourrir, soyez mort. Parce qu'alors là, ça trouve une voie immédiate. Ça m'arrive directement. Et les morts et les étrangers. Parce que, par exemple, si je lis des contemporains étrangers, c'est-à-dire qui écrivent dans une autre langue que la mienne, évidemment, je les lis en traduction, mais les étrangers arrivent aussi, la nourriture arrive jusqu'à moi. C'est curieux, ce système de digestion et d'estomac, même peut-être d'intestin. Enfin, il y a quelque chose qui est bizarrement organisé. Donc c'est ça l'explication, c'est que seuls les morts me nourrissent. Mais d'ailleurs, vous parlez des auteurs étrangers, vous dites de votre écriture que c'est presque une langue étrangère. Enfin, vous dites, cessez de corriger mes livres, mes textes, on ne corrige pas une langue étrangère. Oui, à un moment, je me parle à moi-même, parce que j'essaie de corriger parfois, et voilà, et j'ai cette réflexion un jour où je me dis, mais c'est idiot d'essayer de corriger, parce que j'écris dans une langue étrangère. Alors ça éveille beaucoup de choses, cette histoire de langue étrangère, et en particulier, il se trouve que une universitaire qui s'appelle Alix Tubman-Marie, une universitaire de l'université de Poitiers, a organisé il y a quelques années, il y a 2 ans peut-être, un colloque sur mon travail à Poitiers, et elle a choisi ce thème de la langue étrangère pour définir, enfin elle l'a défini de 1000 autres manières subtiles, et pour définir mon travail.
de langue étrangère. Et elle m'a demandé ce que je pensais de ça. Et j'ai fait une espèce de petite conférence dans laquelle j'ai raconté ce goût que j'avais pour la littérature étrangère. C'est vrai que je lis beaucoup plus de littérature, et puis elle m'est plus familière, de littérature anglaise ou allemande ou italienne. C'est comme si c'était ma famille. C'est comme si ma famille était étrangère. Et enfin voilà. Donc la langue étrangère. Pourtant, j'ai été nourrie de littérature française, et ô combien, parce que j'ai beaucoup aimé la littérature. Je ne suis pas en train de dire que je ne m'intéresse pas à la littérature française, loin de là. J'ai beaucoup aimé la littérature du 18e, du 19e, mais ça s'est arrêté un peu. À l'époque après le surréalisme, après. Là, c'est comme si je m'étais tournée vers d'autres langues. Et voilà ce que je peux dire de la langue étrangère. Est-ce que ces lectures, est-ce que également les films que vous regardez, parce que vous regardez beaucoup de films, alors là encore, pas du tout de films actuels, plutôt des vieux films, est-ce que ça constitue pour vous un réservoir d'images? Alors dans le cas du cinéma, je sais que ce sont beaucoup des visages et des corps qui vous intéressent, mais un réservoir dans lequel vous puisez pour écrire? Non, pas du tout. C'est pas ce travail-là qui se fait. C'est pas ce travail-là qui se fait. Les images de mes livres ou des scènes de mes livres ne viennent pas du tout des films que je regarde. Pas du tout. Non, ce qui m'intéresse dans tous ces films que je regarde, c'est comme dans les livres que je lis d'ailleurs, c'est l'esthétique du réalisateur, enfin du cinéaste ou de l'auteur. C'est son art qui m'intéresse. Ça n'est jamais l'histoire. Les histoires ne m'intéressent pas. Ça n'est jamais l'histoire. Les histoires sont toutes les mêmes. Les gens racontent, on parle toujours, quand on fait un roman, on fait un film, on parle toujours de l'amour, de la mort, du désir, de la séparation, enfin, je sais pas. Les histoires ne m'intéressent pas. C'est l'art du cinéaste qui m'intéresse. J'ai revu Les Oiseaux là il y a 2-3 jours, c'était sur Arte Replay. J'ai revu Les Oiseaux d'Hitchcock, que j'ai déjà vu, parce qu'en plus je revois beaucoup et je relis beaucoup. Et alors il y a cette tenue verte, vous voyez, c'est des choses comme ça. Cette tenue verte de Tippi Hedren, elle porte cette tenue vert amande. Il n'y a pas une image du film où il n'y a pas la tenue vert amande de Tippi Hedren. Et je me demandais pourquoi il avait pensé à ça, pourquoi il ne l'avait pas habillée en orange, par exemple. Pourquoi il l'a habillée en vert amande et qu'elle ne quitte pas sa tenue du début à la fin. Donc voilà, c'était cette tache vert amande dans ce film. Enfin, cette tache, cette couleur vert amande dans ce film qui est persistante. Et je me disais, c'est intéressant, cette chose persistante, du début à la fin du film, cette ombre verte qui est là. C'est intéressant qu'il ait fait ça. Voilà, c'est ça que je remarque dans un film. Ce sont ce genre de choses. Il y a évidemment un fil directeur dans ces carnets, c'est l'écriture, comment on écrit, pourquoi on écrit. Vous passez pas mal de temps, je ne sais plus à quel moment, à quelle année précisément, sur le cours de Roland Barthes sur la préparation du roman, sur, au fond, le passage de lire
à écrire? Oui, alors je pense que c'est au début de ces carnets, hein, c'est dans les années 2000, je commence donc là en 2002, c'est vraiment au début de ces carnets. Et alors c'est drôle parce que moi j'ai lu très peu de théorie littéraire, parce que je ne peux pas. Je ne peux lire que de la littérature. Alors, je peux lire autre chose que des romans et des nouvelles. Je peux lire des correspondances, je peux lire des journaux, je peux lire des carnets, je peux lire des mémoires. Voilà, mais c'est à peu près tout. Et je lis très peu d'essais, quasiment pas. Et alors, voilà, et de théorie littéraire, quasiment pas. Parce que je n'y arrive pas, parce que ça m'ennuie, parce que voilà. Mais, voilà, là il y a un mais, majuscule. Mais, quand je suis tombée, alors j'avais lu, évidemment, les livres de Barthes, mais j'avais quand même lu les livres de Barthes, parce que c'est quand même très proche de la littérature, les livres de Barthes, puisque c'est un romancier qui n'a pas réussi à être romancier, qui écrit des essais. Donc là, ça marchait quand même. Mais quand je suis tombée sur ces cours sur la préparation du roman, là, ça a fonctionné. Là, ça a fonctionné. Et j'ai lu cet ouvrage avec une attention immense, parce que ça m'amusait. Donc, c'est merveilleusement pensé. Et alors, ça m'amusait beaucoup de me reconnaître dans chaque ligne. Je me reconnaissais partout dans ce qu'il disait, de ce qu'est un romancier, de ce qu'est un écrivain. J'ai pas appris tellement de choses. Sinon, j'ai appris que Valérie disait ça, que Claudel disait ça, que voilà. Ça, ouais. Mais sinon, il ne faisait que confirmer qui j'étais. Et c'est en ça que ça m'a... oui, que ça m'a beaucoup impressionnée. J'ai trouvé que c'était prodigieux, ce cours sur le roman. Il y a ce terme qui vient du jardinage ou de l'horticulture, de marcottage. Oui, c'est très intéressant la manière dont il parle du marcottage. C'est-à-dire, il en parle à propos de Proust, je crois. Alors maintenant, c'est loin cette lecture, hein, je ne l'ai pas refaite depuis. Mais c'est une chose que je connais bien, moi, dans mon travail. Il parle de ces petits éléments qui sont semés dans un livre, et puis qui grandissent, s'épanouissent, et qu'on retrouve, peut-être sous une autre forme, plus épanouie, justement, dans un autre livre, plus loin. Et moi, j'ai un peu cette impression avec chaque livre, que dans chaque livre, il y a quelque chose que j'ai laissé en germe, à l'état d'une graine, quoi. Et 3 livres après, ou 2 livres après, je retrouve cette chose qui a fleuri, qui s'est développée. Et dans ces cas-là, je me dis, en me référant à Barthes, je me dis, donc, je suis sur le bon chemin. Parce que c'est bon signe, quand on a planté quelque chose qui fleurit. C'est un bon signe, ça veut dire qu'on est en train de créer quelque chose de vivant. Ouais. Et, il vous arrive d'abandonner en cours de route un livre ? Oui. Oui, alors, généralement, je ne vais pas très loin avant d'abandonner. Mais il m'est arrivé d'abandonner des textes de 30 pages, 40 pages, et j'ai un manuscrit de 150 pages, c'est le seul, que j'ai abandonné il y a quelques années. Un livre fini. J'ai écrit une histoire, un roman qui s'appelle Le Grand Dessein EIN, un peu comme Les Grandes Espérances, sauf que c'est le Grand Dessein. Et je l'ai écrit assez vite, j'étais contente de moi. Et quand je l'ai relu, je trouvais que quelque chose n'allait pas du tout. Et j'ignore encore quoi, ça date de, je sais pas, 5 ans peut-être. J'ignore encore quoi, mais je pense qu'il est raté. Je pense qu'il est raté, ce livre. Et je le garde quand même. On ne sait jamais, peut-être un jour je vais
trouver quelque chose, parce que ça, c'est l'histoire d'un autre de mes livres, qui s'appelle Petite table soit mise, qui est un tout petit livre publié chez Verdier aussi, qui fait, je sais pas, 70 pages peut-être. Et en fait, c'est un peu la même histoire. J'avais écrit un livre de 150 pages, je fais toujours 150 pages, un manuscrit de 150 pages en 98. Et j'ai oublié le titre. Et pareil, je l'ai écrit en entier et j'ai trouvé que quelque chose n'allait pas. Donc je l'ai laissé. Mais je l'ai gardé parce que j'avais l'impression que dans ce livre, il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait pourri, à jeter, comme dans le royaume pourri, comme dans le royaume de Elsener, du Danemark. Et donc j'avais gardé dans un placard. Et puis un jour, un peu comme le rêve avec Vico, il n'y avait pas eu de rêve là, mais un jour, j'ai vu ce que c'était. J'ai vu que Petite table soit mise, qui ne s'appelait pas encore comme ça, c'était 50 pages dans ce livre. 25 pages d'un côté, 25 pages d'un autre. Et c'était ça le livre. J'ai enlevé ces 25 pages d'un côté, ces autres 25 pages de l'autre, je les ai réunies. Et ça, c'était un livre, et ça, c'était un sacré livre qui tenait vraiment debout, qui était vivant, qui était dense, qui était fort. Il était là, caché, il était resté caché, et je l'ai publié en 2012. Donc, vous voyez, je l'ai tenu 14 ans. 14 ans. Il était enfoui à l'intérieur d'un autre livre. Donc peut-être que pour celui que j'ai depuis 4 ans, là, peut-être qu'il y a quelque chose qui est enfoui, mais je ne sais pas encore quels sont les contours. Mais j'y pense un petit peu de temps en temps. Et vous dites de Petite table soit mise, c'est le livre qui raconte comment je suis devenue écrivain. Oui, c'est un drôle de livre. C'est un drôle de livre, Petite table soit mise, qui est une espèce oui, c'est un drôle de livre qui raconte une enfance très étrange. Il y a une narratrice qui raconte cette histoire et elle raconte une enfance orgiaque en famille, où toute la famille passait son temps à faire l'amour ensemble, dans une espèce de joie et d'allégresse extraordinaire. Et puis cette narratrice raconte qu'à 15 ans, elle quitte cette famille, elle passe un mauvais moment où tout est éteint, elle est dans les ténèbres à un moment, et puis peu à peu, elle regagne une espèce de lumière et est-ce que je raconte qu'elle se met à écrire? Je ne me rappelle plus ça, mais voilà, en tout cas, elle est sauvée d'une expérience qui est une espèce de... j'ai toujours décrit ça comme une espèce d'initiation à des mystères, comme des initiations au mystère d'Éleusis. Enfin, c'est les fameuses initiations antiques qui passaient par le sexe, par toutes sortes de débordements des sens, comme disait l'autre. Et voilà. Donc, Petite table soit mise, c'était ça. Mais c'était noyé dans un marécage il fallait l'en sortir pour que cette petite table tienne comme celle-là sur ses 4 pieds. Est-ce qu'au fond, ces carnets, c'est un peu la quintessence de la forme courte que vous aimez tant, puisque vous écrivez des nouvelles, des romans qui n'excèdent jamais 150 pages. Là, c'est encore plus du condensé, du concentré. Sauf que c'est ce qu'il y a de plus long de ce que j'ai fait. Justement, je mets bout à bout. Je me disais justement, enfin, je vais publier un livre épais. Et je pensais même qu'il serait plus épais que ça. Vous voyez, quand je l'ai vu, en vrai, j'étais un tout petit peu déçue. Parce que je pensais qu'enfin, j'allais être capable de publier un livre épais. Mais je me débrouille toujours pour que non. Alors peut-être que quand un jour où je publierai les carnets d'avant, qui sont beaucoup plus abondants en plus, parce que je publiais moins de livres, entre 77, 78 et 2002,
J'ai publié 6 livres, simplement. Et donc les carnets... Et puis j'écrivais beaucoup dans mes carnets. Donc peut-être que je finirai par avoir un livre qui fait ça, à peu près. J'aimerais être capable de ça un jour. Voilà, on verra. Est-ce que vous voulez en lire un extrait ? Alors, c'est difficile de lire des extraits des carnets. Évidemment, c'est pas comme une fiction. Enfin, le ton, il n'y a pas de ton dans un carnet. Enfin, il paraît qu'il y en a quand même, m'a dit quelqu'un, mais voilà. Donc ça, c'est septembre. Enfin, je vais vous lire un petit morceau. 2017. Septembre 2017. Première note. Rêve cette nuit. Je me découvre une blessure au talon qui existait déjà, mais s'est beaucoup amplifiée. C'est une blessure assez belle, très belle même, qui ressemble à l'aquarelle qu'aurait pu faire Dürer d'un oignon découpé. Je me dis que je ne peux pas rester plus longtemps avec ce talon ouvert, cette blessure béante, et qu'il faut la faire suturer. Mais comment, d'ici là, la protéger de toute infection ? Quelle sorte de feuilles, pellicules, linge faut-il poser dessus ? Deuxième note. Cela fait très longtemps que j'ai envie d'aller à Trieste. J'ai revu hier le très bon film de Mathieu Amalric, Le Stade de Wimbledon, qui se passe à Trieste, et je n'ai plus du tout envie d'y aller. Parce que, évidemment, j'avais une image de Trieste formée par mes lectures, Giacomo Joyce, Senilita, image assez précise, détaillée, au point que j'aurais pu faire des croquis de certaines rues. Or, la réelle Trieste filmée par Amalric ne ressemble pas à celle que j'ai imaginée et construite. Il en est de même, bien sûr, pour de nombreux lieux où, lorsque je m'y suis rendue, j'ai été déçue et que je n'ai pu garder en moi comme des îles de douceur et de beauté que lorsque je n'y suis jamais allée. Autre note. En ce moment, je regarde un film presque chaque soir et chaque nuit, dans un rêve, je me repasse le film. En y participant, je deviens un personnage du film. Ensuite, mon professeur d'anglais, qui est un jeune homme qui commence à écrire, il est venu vivre à Paris à cause de Beckett, comme des légions de jeunes anglais lettrés, me raconte que lorsqu'il avait 16 ans, son professeur de littérature demandait aux élèves l'exercice suivant, rajouter une scène à Hamlet, par exemple, ou un chapitre à tel ou tel roman. Et il me dit que cette manière de faire est devenue sa manière d'écrire, que désormais pour lui, écrire, c'est ajouter une scène ou un chapitre à un livre imaginaire. Voilà une histoire qui enchanterait Villamatas. Ce jeune professeur d'anglais rougit quand il dit qu'il a commencé à écrire un roman. Je continue un peu. Autre note. On m'a dit qu'il était inutile de prendre rendez-vous. Ce matin, je décide enfin d'aller dans ce centre médical pour subir un examen qu'on m'a prescrit il y a déjà quelque temps. Je me présente à la réception et on m'apprend que l'appareil vient de tomber en panne. L'autre jour, je cherche une agence de voyage qu'on m'a recommandée dans un quartier que je connais peu. Je tourne longtemps, on me renseigne mal, je finis par trouver la rue, aller jusqu'au numéro. C'est un coiffeur qui me dit que l'agence n'existe plus. C'est un peu le tableau de ma vie en ce moment. Mais ce qui est drôle, c'est que ça a toujours été le cas à certains moments de ma vie. C'est comme si tout à coup, il y avait une sorte d'arrêt sur image, puis le film reprend, et alors les appareils se remettent à fonctionner, et les agences réapparaissent. Autre note. Vu hier soir un film de Chabrol, rien ne va plus. Et ça n'a pas manqué. Cette nuit, j'étais dans le film, dans le camping-car, où Isabelle Huppert annonce à Michel Serrault, son complice, dont on découvre presque à la fin du film qu'il est aussi son père, ce qui constitue d'ailleurs l'élément fascinant du film, qu'elle va partir quelque temps de son côté. Moi, j'y étais avec X. Notre camping-car était garé dans une espèce de parking pour forains un peu glauque et désert.
et je n'étais pas absolument enchantée de cette situation. Nouvelle note. Je dessine rêveusement une petite silhouette sur une feuille tandis que j'attends quelqu'un au téléphone. Et je pense, tiens, je vais écrire une histoire pour enfants et elle s'appellera Le Capitaine Hook. Puis, ce Capitaine Hook me disant quelque chose, je réalise assez vite que c'est le nom anglais du Capitaine Crochet. C'est ainsi que souvent, je crois inventer pendant quelques secondes des choses qui existent. Je me rappelle avoir fait cette expérience des dizaines de fois, et par exemple en écrivant mon dernier roman « Voyage avec Villamatas », où je parle de Bordeaux, avoir cru pendant quelques secondes que j'inventais Bordeaux, et le nom, et la ville. Autre note, pas mal d'insomnie en ce moment. Mon truc actuel pour retrouver une certaine paix, c'est de penser à la maison de mon ami Jean-Benoît Puech à Orléans, qui a beaucoup de charme. Je m'installe dans cette maison, je déplace ou change certains meubles, j'en garde d'autres, mais surtout, je m'installe dans la cuisine dont la porte donne sur le jardin et j'ouvre cette porte. Je prends là un très long petit déjeuner, je vois des oiseaux dans le jardin, puis je circule dans la maison qui est devenue la mienne, et je m'assieds au bureau de Jean-Benoît où j'écris un de ses livres. Cette vie-là me paraît plus douce que ma vie actuelle, qui est un peu âpre, et en général, je finis par me rendormir apaisée. Avant, l'année dernière par exemple, je jouais au même jeu avec la maison de mes grands-parents à Bordeaux. J'y ai passé un temps fou pendant mes insomnies, à entrer dans une pièce, une autre, mais c'était différent, il n'y avait pas de bureau pour écrire. Est-ce que ça vous a étonné de relire certains passages de ces carnets ? Non. Non, parce que vous parliez tout à l'heure, je ne me rappelle plus une de vos premières questions, sur la progression des carnets. Non, parce que c'est simultané. C'est-à-dire que tout ce que j'écris il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, je pourrais l'écrire de la même manière aujourd'hui. Donc, tout ce qui est présent dans ces carnets, c'est tout ce que je suis, en fait. Et ce que je... Voilà. Donc, rien ne me surprend, puisque tout est présent. Même si ce sont des notes d'il y a 20 ans, je noterai la même chose aujourd'hui. Donc non, j'ai pas cette impression. Oui, et en effet, on a une impression à la lecture de grande constance. Oui. Dans votre travail et dans votre vie. Moi, ça m'a surprise pour le coup, ça. Quand je regarde mes carnets des tout débuts, parce que j'avais un peu regardé aussi ceux des années, du début des années 80, par exemple. Et c'est même troublant, d'ailleurs, je trouve. Parce que quand je lis mes carnets des années 80, c'est la même chose. C'est vraiment la même chose. Sauf qu'il s'agit d'autres films, d'autres rêves, d'autres lectures, d'autres questions, d'autres impressions. Mais raconté de la même manière, avec le même ton, c'est le même cerveau, c'est le même... Enfin, ça, c'est pas étonnant, puisque c'est moi, mais il n'y a pas... La question du temps... c'est troublant, ça, c'est étrange. C'est comme si ça n'existait pas. Pour ce qui est de ces carnets, hein, c'est comme si ça n'existait pas, le temps. Puisqu'en 80, je note la même chose qu'en 2020. Hein. L'un des fils de ces carnets, c'est aussi, je trouve, une certaine solitude choisie, en tout cas. Et vous interrogez beaucoup sur votre rapport aux autres, qu'il s'agisse des amitiés, des amours, de la famille aussi, puisqu'il y est question de votre père, de vos sœurs, vos sœurs que vous perdez pendant cette période-là. Oui. Oui. La question du rapport à l'autre est une de mes grandes questions. Enfin, la difficulté du rapport à l'autre.
ça a l'air très compliqué pour moi quand je relis ces carnets, et pas seulement quand je relis ces carnets, d'ailleurs, quand j'y pense. Je m'interroge, en tout cas, incessamment sur ce rapport à l'autre. Pas tellement dans l'amour, d'ailleurs, il me semble, mais dans l'amitié, à l'exclusivité, sauf un ami dont je parle et qui revient dans ces carnets sans cesse, qui est mon ami Marc, mais en dehors de cette amitié-là, toutes les autres amitiés, et Dieu sait si j'en ai eu, parce que j'aime beaucoup l'amitié, mais oui, il y a une difficulté pour moi à comprendre comment se comporter avec autrui. C'est quelque chose que je ne sais pas bien, faire. Voilà, donc j'en ai pas fini avec cette question, d'ailleurs, je crois, qui revient à plusieurs reprises. Alors, les membres de la famille que j'évoque, là, il s'agit d'autre chose, c'est pas une difficulté de rapport avec eux, c'est... je note d'ailleurs, surtout, je dois dire, il me semble pas que je parle tellement de mes rapports avec mes sœurs. Je note leur mort, malheureusement, puisqu'elles sont mortes l'une après l'autre, enfin pas après l'autre, elles sont mortes toutes les deux, l'une après de longues années de troubles psychiques graves. Donc ça apparaît beaucoup dans cette partie de mes carnets parce que j'étais très proche d'elles. Et évidemment, on se voyait beaucoup, et la fréquentation, là c'est plus que la fréquentation, c'est le compagnonnage avec une sœur qu'on aime beaucoup et qui est très troublée psychiquement. C'est évidemment l'origine de multiples questions auxquelles d'ailleurs je n'ai pas trouvé de réponse, là pour le coup. Comment, une des rares questions qui vaille dans l'existence, comment sauver quelqu'un qui se noie. En fait, c'est peut-être la seule qui vaille d'ailleurs, cette question. Donc c'est une question qui revient, je crois, dans mes carnets. J'ai beaucoup cherché dans les livres, dans les films, dans les rêves. Comment fait-on pour sauver quelqu'un qui se noie? Et j'ai pas trouvé beaucoup de réponses. Alors il y a une réponse de Jean Rhys qui en savait long sur la question, puisqu'elle-même était victime de troubles psychiques assez graves. Et dans un de ses romans, je ne sais plus lequel, c'est pas Quartet, je ne sais plus lequel, dans un de ses romans, Jean Rhys dit que pour sauver quelqu'un, il faut tout donner. Ce qui est assez religieux, assez chrétien finalement comme idée. C'est-à-dire, quittez votre vie, abandonnez votre vie et donnez-vous entièrement à la personne qui doit être sauvée. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse, mais qui n'est pas facile à pratiquer. Voilà, donc ça, voilà, la famille, mon père aussi est mort, donc je parle pas tellement de mes liens, sauf avec ma sœur Catherine, donc qui elle avait ces troubles qui ne cessaient qui me posait, dont la question était importante, c'était est-ce que le fait que je sois écrivain a un rôle dans ce trouble d'une jeune sœur? Et la réponse est évidemment oui. Ouais. Mais vous dites à un moment que vous ressentez une forme de honte parce que vous détenez quelque chose qui est l'écriture, et que vos deux sœurs n'ont pas, et donc ça vous donne une singularité, mais ça produit de la honte chez vous. Oui, de la honte, honte, oui, je dis le mot, en effet, oui, j'emploie le mot honte, mais un sentiment de culpabilité, oui.
Parce que quand vous dites vous détenez l'écriture, qu'est-ce que ça veut dire en réalité ? C'est une bonne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, et c'est pour ça que beaucoup d'auteurs tuent leurs proches, leurs familles, comme le dit Gide, comme le dit Fellini, comme le disent les grands artistes, parce qu'ils s'emparent de l'inconscient familial. C'est ça le cambriolage criminel. S'emparer de l'inconscient de votre famille, c'est criminel. Mais si vous êtes un artiste, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc c'est compliqué. Oui, Fellini dit ça merveilleusement dans 8 et demi. Les discussions je vous rappelais les discussions du cinéaste avec sa femme, Giulia, elle s'appelle dans le film. Et le cinéaste parle avec sa femme. Ils ont des conversations comme ça où elle lui reproche de prendre des choses. Et elle n'arrive pas à définir, parce que en plus pour la victime c'est terrible, parce que c'est très difficile à définir ce qui est pris. C'est pas des choses c'est pas des choses faciles à expliquer. Donc en plus la victime ne peut pas définir ce qui lui a été volé. Il n'y a pas de preuve, mais quelque chose est soutiré. Et Claudel a parlé de ça aussi avec sa sœur dans des lettres, pas dans son œuvre. Et enfin bref, donc ça c'est l'aspect sombre, terrible du travail. Il faut se débrouiller avec ça. Ouais. Est-ce que vous voulez bien lire un extrait de cette novella qui paraît simultanément Sous les arbres, une prairie ? Je cherche un Kleenex pour me moucher. C'est pas que j'ai... Non. Qui vient en écho, puisqu'il est question de la vie d'artiste. Alors, Sous les arbres, une prairie, c'est un texte que j'ai publié, c'est un de mes premiers livres, j'ai publié en 95, c'est-à-dire il y a exactement 30 ans. Il y a 30 ans. Et ce que je disais à mon éditrice qui m'a fait le bonheur de le rééditer, c'est que j'avais l'impression, comme ce que nous disions pour les carnets tout à l'heure, j'avais l'impression que j'aurais pu l'écrire aujourd'hui ou hier. C'est drôle la question du temps avec le travail artistique, parce que je pense que des cinéastes qui peuvent dire ça de leur film ou de... voilà, donc, Sous les arbres, une prairie. Sous les arbres, une prairie. Et plus ça va, plus les arbres sont simples, plus la prairie est verte, seulement verte, luisante et élastique aussi. L'arbre est artistiquement ouvragé. 1000 lucioles y pendent et des fleurs la tête renversée. Petites fleurs blanches, grandes ouvertes dans un tissu proche du lin blanc ou de l'organdie. Au cœur de ce petit bout de tissu soigneusement découpé, un cœur noir au long pistil, un insecte violet. Cet arbre a le feuillage rond, un peu figé, comme si ses feuilles étaient dures. C'est pourquoi, avec tous ses lampions, lucioles, ses nœuds, fleurs, il paraît immobile alors même que le vent passe entre ses fins branchages. Derrière est un lac où nagent des oiseaux. Devant est une forêt sombre et haute. Si l'on s'y aventure, c'en est fini du jour. On y trouvera les éléments perturbateurs, les cascades, l'autre pays. Qui voudrait s'y aventurer ? Et à quelle fin ? Curiosité ? Goût du voyage ? Allons donc. Nécessité d'entrer dans ces ténèbres, ces propres ténèbres ? Pourquoi donc ? Pour déboucher sur la lumière, un beau jour, attirance extrême pour les bêtes sauvages, soif de leurs cris, désir de leur piétinement, et ces deux yeux fixes qu'on voit briller derrière les sapins,
N'est-ce pas quelque chose comme la vraie vie qui commence là ? Ils étaient dans la prairie à pique-niquer dans la meilleure tradition du jour d'été. La nuit tombait, il faisait froid, c'était délicieux. Plus d'effroi encore et ce serait parfait. En raison d'un son et lumière organisé par la municipalité et destiné à rameuter le tourisme, l'arbre s'alluma comme un sapin de Noël avec sa guirlandette qui court autour et fait des fleurs transparentes, rouges, jaunes, bleues. Un énorme projecteur balayait la prairie où les personnages ne cessaient plus de passer de l'ombre à la lumière, ce qui leur permettait, dans les intervalles, de se livrer à toutes sortes de jeux. Il y avait un homme qui soulevait la jupe blanche d'une femme, un petit garçon qui profitait de l'obscurité pour avaler des poignées de cerises, un autre pour jeter une lame sifflante et en percer le tronc de l'arbre. Charmante occupation. Quant aux autres, ils allaient si vite dans leurs mouvements et déplacements qu'à l'abord du nouveau rayon de lumière, on les trouvait assis déjà bien calmement, joignant les mains pour les uns, admirant le ciel pour les autres, bande d'hypocrites. Mais au bout d'un moment, il devint clair que ces personnes jouaient un spectacle. Parce que de l'autre côté du lac, retentit une salve d'applaudissements, les touristes, dont l'eau porta et amplifia l'enthousiasme. Des grues cendrées volaient dans le ciel illuminé par les projecteurs. Au bord de l'eau, des bêtes bougeaient dans les marécages. La représentation continuait. De qui était-ce ? Qui étaient ces acteurs ? N'y avait-il pas la vedette Rutila von Oust ? Et cet acteur-là, ne serait-ce pas par hasard Erickson ? On ne voyait pas très bien à quoi rimaient toutes ces simagrées. Toujours est-il qu'il traversait la prairie en courant, se jetant parfois à terre avec délice, et tout à coup, c'était comme au cirque, parce qu'alors ils montaient les uns sur les épaules des autres, et par-dessus la forêt, à des centaines de mètres au-dessus du sol, ils étaient dans le ciel et celui qui couronnait agitait un drap blanc. Beau spectacle. Une voix off commentait, disant de manière solennelle quelque chose sur le ciel, sur l'amour. À ce moment-là, une femme prise dans le milieu de cette colonne de jambes, de bras, d'épaules, se mettait à sangloter violemment. Vraiment, c'était ravissant. On aurait eu envie de prendre des notes, mais pour noter quoi ? L'altitude, le ciel. Mieux valait dévorer des yeux cette colonne étonnante, pleurer avec celle qui sanglotait de délices, et quand tous ils s'abattirent sur le lac, nager avec eux, bien sûr. Ils ressortirent trempés, saluèrent en rang, en se tenant par la main. Quel courage tout de même! Et leurs yeux brillaient de joie parce que le public applaudissait vraiment, se levait, gesticulait, criait « Bravo, bravo, bravo encore !» C'était joli, ces actrices mouillées au corps nu, palpitantes, à croire que tout est permis sur une scène, comme dans la vie. Sandor, le jeune premier, maugréait. Natacha, l'héroïne, avait les lèvres bleues. Quant à Rutila, fière d'une poitrine exquise que le monde entier avait admirée, elle riait comme une folle, une crise de nerfs probablement. Il faut dire qu'elle était allée très haut dans le ciel, presque trop haut peut-être. Elle faisait, sans plaisanter, semblant de cracher des étoiles. Grégoire, artiste laid mais doué, sautait d'un pied sur l'autre pour se réchauffer. La troupe était considérable, il y en avait encore qui descendaient du ciel alors que le public finissait presque d'applaudir. Puis il y en avait un, caché dans l'arbre rond, dont on comprit enfin que c'était lui qui jouait les fleurs et les lucioles. Ce tour de force fut ovationné comme il le méritait. En lisant ce texte, j'ai eu l'impression, alors peut-être que je me trompe complètement, mais de rentrer dans un tableau. C'est comme si je regardais un tableau qui représente un paysage et comme si je pouvais rentrer dedans. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que je me rappelle très bien comment est née cette nouvelle. C'est une nouvelle, hein, une nouvelle qui, voilà, on ne va pas compter les pages, mais une novella. Il est né d'un tableau qui ne représente pas du tout ça. Il est né d'un tableau anglais, je crois, dont j'oublie toujours le peintre, parce que ça fait plusieurs fois que j'en parle. Chaque fois, j'oublie le nom du peintre.
Et je revois ce tableau, je dirais début 20e anglais, qui représente un toit rouge à la campagne, un toit d'une maison à la campagne avec ça peut être des tuiles rouges, oui, des tuiles rouges vernissées, mais un rouge criard, un rouge vraiment orangé criard. Et il y a un arbre vert épinard à côté. Et cette image, j'ai vu ce tableau en reproduction ou dans un musée. Je l'ai vu en reproduction, je crois, dans un livre d'art. Et de cette image est sortie cette histoire. Tous ces gens, alors qu'il n'y a pas de gens dans le tableau. Mais c'est cet arbre épinard, ce toit rouge, d'un rouge grinçant, qui a suscité ce petit récit. Qu'est-ce que cette vie d'artiste, avec ses difficultés, ses joies, raconte de la vie d'écrivain ? Vous voyez, le dernier, je crois que c'est moi que je lisais. Le personnage, j'ai pensé à ça tout à l'heure. Quand je parle des artistes qui donnent un spectacle. Et à la fin, j'ai dit, il y en avait un caché dans l'arbre rond, dont on comprit enfin que c'était lui qui jouait les fleurs et les lucioles. Quand j'ai lu cette phrase, j'ai eu l'impression que c'était moi qui était caché c'était ma vie, ça, cachée dans l'arbre rond, à jouer les fleurs et les lucioles. Je me suis dit, c'est une bonne description de mon travail, de mon existence. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans vos carnets, c'est le plus grand scandale aujourd'hui, c'est la joie, surtout lorsqu'elle est sans motif apparent. Oui, la joie sans motif, c'est terrible. Il faut des excuses pour. La joie n'est pas très bien vue aujourd'hui. On est plus dans la plainte quand même. On est dans une époque plutôt et surtout quand on est une femme. On est plutôt dans la plainte et dans l'élégie. Ça peut être beau, l'élégie, mais c'est pas mon registre. Voilà, donc exprimer une sorte de joie sans motif à quelque chose qui peut sembler insolent et un peu détraqué même. La joie sans motif est quelque chose peut-être de détraqué. Mais voilà, c'est une joie qui... c'est une joie dont Tolstoï, je ne cite pas souvent Tolstoï, c'est plutôt mon ami Marc qui cite beaucoup Tolstoï parce qu'il l'a beaucoup lu et beaucoup aimé. Mais enfin là, je le cite. À la fin de Guerre et Paix, Tolstoï dit « Il faut aimer la vie, malgré toutes les souffrances, qui sont nombreuses, qui sont grandes. Il faut aimer la vie parce que la vie, c'est Dieu. » Et il dit « Aimer la vie, c'est aimer Dieu. » Il dit ça, comme ça, à la fin de Guerre et Paix. Voilà, donc en effet, c'est énorme. C'est assez énorme. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord pour ce. Il faut aimer la vie. Alors, c'est un peu facile à dire. Peut-être qu'il y a des gens pour qui c'est plus difficile de l'aimer. Mais je suis assez d'accord avec cette position. Merci. Merci Anne-Serre. Rêve cette nuit, carnet 2002-2024 sont parus aux éditions Verdier, de même que cette novella Sous les arbres, une prairie. Merci. Merci à vous, Sophie. Merci.